Bienvenue à toutes et à tous. Donc, nous allons donc commencer ce deuxième webinaire de Futuring with Globase. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler un peu du Cloud Ready. Donc, à quoi sert le Cloud Ready? Déjà, qu'est-ce que le Cloud Ready? Et dont le but principal, c'est d'optimiser le time to market. Donc, on fera quelques définitions de chaque terme, qu'on connaît bien à quoi ça sert et surtout, quelle est l'utilité et vers quoi on va tendre dans le futur. Donc pour ça, je propose en fait, on aura une présentation avec trois intervenants que je vais vous lister juste après. L'idée en fait, c'est qu'on vous présente un peu tout ça de manière pratique, de manière théorique et surtout de manière démonstrative. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les poser dans le chat. Nous y répondrons à la fin. Il y aura 3 présentateurs, 3 intervenants. Donc je commencerai l'intervention pour présenter globalement d'un point de vue applicatif et définir les grandes définitions. Ensuite interviendra Mathieu Robin, donc le fondateur de Idora, qui vous présentera un peu la société Idora et surtout les avantages qu'apporte Idora pour optimiser le time to market. Et on terminera par du concret donc avec Yann Albou, qui est cofondateur et CTO de la société Socube, qui vous fera une grande démonstration d'une application Globase qui justement est cloud native et permet d'optimiser le time to market. Donc on verra un peu de concret. Voilà, donc comme je disais avant, je ne sais pas si vous l'aviez entendu avant que nous ayons nos problèmes de réseau. L'idée, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc nous y répondrons à la fin de la séance, sans aucun problème. Voilà, donc on va commencer. De manière générale, on va adresser un peu le sujet. Ensuite, aujourd'hui, ce qui pose problème principalement, c'est 2 grandes questions qu'en tant que manager ou en tant qu'utilisateur vous posez. C'est que la première question, souvent on vient vous voir, on vous dit « Oui, mais moi, mon appli, elle marche très bien en local. » Oui, mais elle ne marche pas sur la machine du copain. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend souvent, on a toujours entendu. Je pense qu'on l'entend encore de temps en temps. Donc c'est des genres de choses qu'on ne souhaite plus entendre quand on diffuse une application. On souhaite qu'elle marche partout, pas juste sur un PC ou juste sur une machine. Elle doit être capable de marcher dans n'importe quelle condition et sur n'importe quelle machine. Ça, c'est le premier point que nous allons adresser. Deuxième point, c'est en tant qu'utilisateur, c'est les temps d'attente. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes un utilisateur, vous avez besoin d'une application, vous avez besoin d'une fonction. L'idée, c'est pas de l'avoir 3 mois, 4 mois ou 6 mois après. Typiquement, vous avez des corrections de bugs à améliorer, vous voulez passer d'un écran bleu à un écran rouge, des choses comme ça. Il ne faut pas 3 mois pour délivrer. Plus on attend, plus c'est long, plus on est insatisfait. Donc l'idée, c'est vraiment d'accélérer un maximum le temps de mise à disposition de nos applications. Donc là, avec ces 2 grandes images que vous avez à l'écran, on va avoir un peu la notion de Cloud Ready, Cloud Native et la notion de Time to Market. Alors, une petite définition pour vous mettre un peu dans le bain par rapport à ce que veut dire la notion de Cloud Ready, Cloud Native. Alors, ces 2 définitions, elles ont commencé à apparaître bien sûr quand le cloud est arrivé, mais ça ne sous-entend pas que forcément nos applications sont dans le cloud pour être Cloud Ready ou Cloud Native. Alors, pour refaire un petit peu d'historique, dans les années 2000, on avait ce qu'on appelait des applications legacy. Legacy, ça veut dire quoi? Ce sont des applications qui tournaient de manière générale sur une machine bien dédiée, avec un serveur d'application bien dédié pour cet environnement-là. Ensuite, on a besoin d'une base de données. Donc, on avait un serveur de base de données. L'application se connectait à la base, mais tout était un peu figé. C'est-à-dire que quand on voulait mettre quelque chose en production, on devait prendre une nouvelle machine, installer un nouveau serveur d'application, redéployer une application dessus, de même pour la partie base de données. Donc, c'était quand même des choses qui étaient typiquement faisables, ça marchait très bien, mais c'était des fois très long et on avait des passages de pré-production à production qui parfois ne marchaient pas parce qu'on avait oublié de la configuration, des choses dans ce genre-là. Donc ça, c'était ce qu'on appelle les environnements dits legacy. Chaque application tournait sur sa propre machine. Ensuite, on a commencé à dire, ça c'est bien, mais ce serait quand même bien quand on déploie une application d'un endroit à un autre endroit, on n'est pas à refaire des confs, on n'est pas à redéployer, on n'est pas à dire attention, j'ai peut-être oublié ceci, j'ai peut-être oublié cela. Donc on commençait à apparaître les notions de cloud, cloud ready, cloud friendly, jusqu'à cloud native. Alors, cloud ready, en fait, c'est la continuité du legacy. C'est-à-dire qu'une application legacy, on s'est dit, on va la porter, on va la mettre à disposition pour que cette application elle puisse être installée sur 1, 2, 3, 4 machines différentes sans qu'on se pose de questions. Où est ma configuration? Quels paramètres je dois changer, etc. etc. C'est ça la notion de cloud ready. C'est vraiment lié à du legacy. L'étape pour être dans cette notion de cloud ready, c'est dans un premier temps de dire on ne met plus d'accès permanent à du disque. Un exemple classique qu'on rencontrait tous, c'est quand vous avez une application, vous avez besoin de configuration. Cette configuration, souvent, c'est un fichier de configuration. Ce fichier de configuration, il est où? Il est sur la machine. L'idée, c'est de ne plus avoir ce lien direct très fort entre la machine et l'applicatif. Donc ça, c'est le premier objectif.
D'où, en fait, pour arriver à faire ça, ce qu'on appelle des applications containerisées. On va voir apparaître des termes comme Docker, etc. On vous dressera un peu plus tard dans la présentation. Mais l'idée, c'est ça, c'est de mettre ça dans une boîte, et cette boîte, on la transporte d'une machine à une autre machine. Et tout est dans la boîte. Il n'y a plus rien sur la machine. Et donc, bien sûr, si vous voulez faire ce genre de choses, donc avoir une boîte qu'on transporte d'une machine à une autre, il va falloir un peu manager les plateformes qu'on utilise. Quand vous avez à disposition 1, 2, 3, 4, 5, 6 machines, que ce soit une pré-prod, une prod, il faut qu'on puisse passer de l'une à l'autre. Donc on commence à entendre parler de plateforme managée. C'est-à-dire que c'est la plateforme qui va instancier des machines à disposition si besoin, etc., etc. Et vous avez une très bonne visibilité en fait de cette plateforme et de ce qui tourne surtout sur cette plateforme. Donc voilà la première étape pour atteindre le monde du cloud ready. Donc ça, c'est ce que beaucoup d'entreprises ont déjà fait, continuent à faire, donc histoire de porter les applications qui existent, qui sont déjà des applications legacy, et commencer à vouloir les porter pour les mettre dans des environnements cloud. Ensuite, arrivé deux notions qu'on n'entend pas trop parler, mais c'est le cloud friendly, le cloud resilient. Cloud friendly, c'est une évolution du cloud ready, c'est-à-dire qu'on a des applications qui tournent bien du cloud, mais on va un peu plus loin. On commence à parler de méthodologie des 12 factors. Les 12 factors, c'est quoi? Ce sont les 12 conditions qu'on doit respecter pour être vraiment à la notion du cloud et être transportable facilement. Donc on va retrouver à l'intérieur ce qu'on avait dit un peu avant, mais tout ce qui était configuration non directement sur les machines. On va retrouver la traçabilité de nos logs. On va retrouver des choses assez simples et classiques, mais qui imposent quelques contraintes dans le développement. Donc là, vous n'hésitez pas à aller voir, vous cherchez 12 factors sur la partie Internet et vous allez trouver tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne très bien dans ces notions-là. Et donc, du coup, si notre application elle est maintenant bien conçue, bien avec respectant les 12 factors, on a besoin souvent de scalabilité horizontale. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à mettre en place cette notion. C'est-à-dire qu'on va démultiplier en fait nos différents containers. Ensuite arrive l'aspect cloud resilient. Tout simplement pourquoi on a une application qui tourne, donc qui tourne sur plusieurs machines éventuellement, qui est parfaitement découpée. Maintenant, l'idée, c'est on veut savoir comment elle tourne. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle va mal? Que faire si elle va mal, etc. Donc là arrive en fait la notion de monitoring. Donc on doit être capable à l'instant T de dire l'état de la machine, l'état également de l'application. Elle va bien, elle va mal, je dois intervenir. Et l'idée de ça, c'est le monitoring, c'est a posteriori, mais on veut aussi le faire juste un peu avant. On aimerait bien être au courant avant que ça plante, que la machine va planter ou que l'application va planter. Donc on fait de plus en plus de ce qu'on appelle des tests proactifs. C'est-à-dire qu'on essaye de tester l'application un maximum dans des conditions de production. Ça, c'est la notion de cloud résiliente. Et après arrive donc en dernier lieu ce qu'on connaît aujourd'hui, et les applications maintenant se développent directement dans cette notion-là, c'est ce qu'on appelle le cloud native. Donc le cloud native, c'est une conception également qui est différente, c'est-à-dire que on arrive à développer directement cloud native. On ne passe plus par toutes les étapes. Maintenant, on développe directement une application, elle est dite naturellement cloud native. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait une architecture qui est différente du legacy. On n'a plus maintenant une application, on a plein de petites applications, c'est-à-dire qu'une grosse application est formée de petites applications. Typiquement, c'est ce qu'on appelle une architecture microservice ou macroservice. C'est-à-dire que typiquement, ce qu'on peut faire, c'est que dans une application, vous avez des domaines métiers. Chaque domaine métier fera une micro-macro application. Et le tout, ça formera l'application demandée par le client. Et donc, pour arriver à faire ça, et que ce soit extrêmement propre et bien conçu, on travaille la notion de conception par API. C'est-à-dire que quand vous voulez ces applications, ces microservices dialoguent entre eux, ils vont dialoguer à travers des API. C'est fini le temps de dire je fais une application qui fait de la création, de la suppression, de la modification. Non, maintenant c'est plus ça. Maintenant on fait des applications qui commencent à avoir du verbe. Je veux concevoir quelque chose, je veux aller mettre à disposition des données à un utilisateur. Donc on parle vraiment comme parlerait un utilisateur. Et ces API, c'est vraiment le cœur de l'appli et c'est ça qui va faire que l'application va fonctionner, que l'utilisateur va pouvoir l'utiliser très facilement et va comprendre comment ça fonctionne derrière. Voilà, donc en gros, lisser donc assez rapidement quand même la différence entre du cloud ready et du cloud native et comment on va de l'un vers l'autre. Donc retenez juste qu'en fait, cloud ready, c'est issu du legacy principalement, et cloud native sont de nouvelles applications qu'on développe maintenant. On ne passe pas par toutes ces étapes. Par contre, dans le cloud native, c'est évident qu'on respecte toutes les contraintes cloud ready, cloud friendly, cloud resilience. Voilà. Mais la question maintenant, c'est le time to market. Qu'est-ce que le time to market? Alors, time to market, c'est très simple, c'est uniquement le délai entre la conception et la mise en production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, un utilisateur va venir vous voir en disant « moi j'ai besoin de ça ». Vous allez déclencher une phase de conception et à partir de ce moment-là et au moment où l'utilisateur aura en fait
son application chez lui, il pourra l'utiliser. C'est ce qu'on appelle le time to market. Donc là, vous comprenez bien que plus ce time to market sera réduit, plus ce time to market sera court, plus le délai de mise à disposition de l'application sera court. Et c'est vers ça qu'on essaie de tendre de plus en plus. L'idée, c'est d'aller très très vite et de mettre à disposition une application très très vite à un utilisateur. Donc il y a la mise à disposition en état de création, mais ce qui est surtout intéressant, c'est en cas d'évolution de l'application, de modification de l'application. L'idée, en fait, c'est vraiment d'accélérer et de mettre à disposition très rapidement les mises à jour, les correctifs, ne pas attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors bien sûr, ça dépend des correctifs, c'est évident, mais par exemple des changements de couleur, des changements assez bêtes sur les IHM, des choses comme ça, l'idée, c'est pas de les obtenir 3-4 mois après, parce qu'on a un cycle de vie, un cycle de développement qui est très très important. Donc voilà, donc là je vous ai un peu dégrossi déjà les deux termes. Qu'est-ce que le Cloud Ready, Cloud Native et qu'est-ce que le Time to Market? Et maintenant, comment l'un va aider l'autre à participer. Et surtout, pourquoi? Alors, on a parlé un petit peu juste avant. Pourquoi on veut faire ça? C'est parce qu'on veut accélérer nos changements. Maintenant, quand vous êtes dans le monde actuel, les gens ne veulent plus attendre. D'accord? Quand on veut quelque chose, on le veut très vite. Alors, ça ne veut pas dire qu'on le veut n'importe comment, mais ça veut dire qu'on le veut très vite et très bien. Ça veut dire qu'on doit être capable, nous, en tant qu'éditeur, de livrer des versions de plus en plus rapidement. Et pour atteindre ça, on a besoin d'avoir des versions et des applications modulaires. Donc, on revient à la notion de cloud native. Les applications étant découpées par module, par microservice, par macroservice, on est capable donc de livrer que la petite partie qui est intéressante. Du coup, si on livre plus rapidement et qu'une partie plus petite, on réduit très fortement le time to market. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'au moment où l'utilisateur va dire moi j'ai un bug, moi j'ai un problème, moi j'ai ceci, vous pouvez lui livrer sa fonctionnalité assez rapidement sans avoir toute une entre guillemets usine à gaz à faire pour que ce soit livrable. Et donc si on arrive à livrer très rapidement, eh bien, on a une résolution d'incident qui est accélérée, tout simplement parce que l'utilisateur, le temps au moment où il a donné son incident et le moment où on lui a répondu, on lui a livré le correctif, cette résolution-là, elle doit être de plus en plus rapide. C'est un peu l'objectif de ces nouvelles architectures. On sera découpé, donc quand on est découpé, on a des petits services. Nos petits services, quand on les modifie, on les impacte, on n'impacte pas les autres. Donc on est capable de livrer ce petit service assez rapidement sans retester l'application complète de manière générale. Alors bien sûr, il y a des tests d'intégration qui vont se faire, on va en parler un petit peu après, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est plus vous êtes découpé, plus vous saurez livrer, développer et livrer très rapidement vos fonctionnalités. Maintenant, le juste milieu est à trouver entre un découpage hyper fin et un découpage assez macro, ou une seule, ou pas de découpage du tout. C'est là où vos concepteurs, vos architectes interviennent pour dire où est le juste milieu et ce qui correspond le mieux donc, à l'application, à l'utilisateur et au développeur également. Donc, si on accélère les changements, ce qu'on veut également, c'est réduire les risques. Effectivement, l'idée, c'est pas de livrer tout et n'importe quoi et puis que quand on livre, ça ne fonctionne pas. L'idée, c'est d'assurer ce qu'on va livrer et donc de réduire au maximum. Alors, comment l'application cloud native permet de réduire les risques? Grâce à 3 grands principes. Le principe de scalabilité. La scalabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une application ou un microservice qui tourne, vous êtes capable d'en déclencher 1, 2, 3, 4, 5, autant que vous voulez en parallèle. Donc, par exemple, vous avez une fonctionnalité qui vérifie vos droits d'utilisateur, vous mettez 4, 5 fonctionnalités en parallèle et l'utilisateur peut utiliser l'une ou l'autre, il n'y a aucune importance là-dessus. Et donc vous comprenez que si vous en mettez 4-5 en parallèle, lorsque vous allez commencer à faire des mises à jour, vous pouvez très bien dire je mets à jour le premier, pas les 4 autres, après je mets à jour le deuxième, les 3 autres, etc. Et donc vous y allez comme ça de manière fluide, ce qui permet en fait à l'application de ne pas être arrêté, et vous, ça vous permet également de diminuer un maximum vos risques parce que vous ne touchez pas à l'application. Ça permet également la scalabilité dans le cas de grandes performances. On va prendre un exemple tout bête. Si vous êtes un vendeur du commerce le jour d'un Black Friday, par exemple, vous savez que vous allez avoir un nombre de ressources qui va venir sur votre site qui va être énorme par rapport à un jour habituel. Donc pour ça, on utilise également la scalabilité. On va dire, tiens, je sais que ce vendredi-là, je vais démultiplier mes containers, je vais en mettre 10 au lieu d'en mettre 2, de telle manière que je vais réussir à encaisser la charge qui va arriver sur ma machine et sur mon application. Ça sous-entend bien sûr qu'il faut que l'application l'ait prévu, mais si votre application est cloud native, elle prévoit ce genre de concept. Ensuite, la disponibilité. Donc l'idée, c'est d'arrêter en fait des changements en période où dire à l'utilisateur, là, on fait un changement, on arrête l'appli, on modifie, on redémarre l'appli. Non, ça c'était, je tendance à dire, le monde du legacy. Maintenant,
lorsqu'on doit mettre à disposition une application, on doit le mettre de manière générale, tout le temps, sans arrêter en fait l'application. Donc ça rejoint aussi un peu la scalabilité, parce que si on a une application qui est disponible, on doit avoir de la redondance au niveau de nos microservices, au niveau de nos macroservices, et cette redondance-là nous permet donc de mettre à jour progressivement chaque image, chaque service, sans forcément impacter l'application complète. Comme je disais juste avant, une application qui a trois services métiers, si je veux en mettre un jour, ben ce service métier-là, je le démultiplie par 2, par 3, par 4, et je les mets au fil de l'eau, ce qui fait que je n'ai pas d'interruption de service, et j'ai la disponibilité à 100% pour mes utilisateurs. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut concevoir, ça ne se fait pas simplement non plus, hein, parce que quand vous commencez à avoir des applications un peu complexes, ben peut-être que les mises à jour sont lourdes, et peut-être qu'on ne peut pas avoir de versions en parallèle, par exemple. Mais tout ça, ça s'étudie, ça se conçoit, et c'est ça qu'il faut prendre en considération quand vous faites du cloud native. Très important. Le dernier axe, donc, pour réduire l'aspect risque, c'est l'aspect sécurité. Parce que c'est bien de déployer des applications, c'est bien qu'elles soient scalables, qu'elles soient disponibles, mais est-ce que tout ça, c'est dans un environnement sécurisé? Alors là, je répondrai oui à la question. Pourquoi? Parce qu'on utilise des environnements, des infrastructures telles qu'Idora maintenant, qui, elles, sont vraiment très fortement sécurisées. On dit du cloud, oui, mais le cloud, ça ne veut pas dire c'est complètement ouvert. Certains le font très bien et sécurisent les infrastructures, ce qui permet de déployer en fait assez sereinement sur ces infrastructures-là, et tout est verrouillé, et quand vous êtes sûr que pour vous c'est parfait, vous pensez ouvrir l'application aux différents utilisateurs. Donc la sécurité a un rôle primordial en fait dans cet aspect de cloud native. Sans sécurité, vous ne pouvez pas faire du cloud. Donc reposez toujours sur des infrasécures, mais également il faut que votre application soit également sécurisée elle-même. D'accord? Ça c'est c'est obligatoire, je tendance à dire, sinon vous allez rencontrer de sérieuses difficultés. Donc voilà, donc réduire les risques, 3 grandes thématiques, scalabilité, disponibilité, sécurité. Elles sont, comme vous l'avez vu, elles sont toutes à peu près couplées les unes par rapport aux autres. On ne peut pas en enlever une. Si on enlève une, tout va tomber. Vous enlevez la scalabilité, ça devient très compliqué de faire une application, de la rendre 100% disponible. Vous enlevez de la sécurité, ben, est-ce qu'elle va être toujours disponible? Peut-être pas, parce que forcément elle sera peut-être hackée ou ce que vous voulez, qui fait que la disponibilité va tomber. Donc c'est un trio qui pour moi vit ensemble. Donc 3 axes à prendre en considération. Et ça, c'est à prendre en considération dès la conception de votre application. Il ne faut pas attendre d'être en production pour commencer à regarder si ça fonctionne bien. Troisième objectif, hein, si vous voulez aussi optimiser votre time to market, c'est bien sûr de maîtriser vos coûts. L'idée, c'est pas de faire quelque chose qui va coûter extrêmement cher, mais qui va faire papa-maman, c'est d'arriver à maîtriser ça. On ne veut pas utiliser une Rolls pour en faire une 2 chevaux, ça sert à rien. Et donc comment on fait pour maîtriser nos coûts? Ben, tout simplement grâce aux infrastructures, première chose. Pourquoi? Parce que les infrastructures de maintenant, on prend le cas d'Idora encore, hein, ce sont des infrastructures dites adaptables dynamiquement. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes un marchand, un commerçant, vous avez un Black Friday. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 3 machines parce que ça tourne très bien. Le jour du Black Friday, vous en voulez 10 parce que vous savez que de toute façon, ça va exploser. Ben, grâce à ces nouvelles infrastructures, elles vont s'adapter dynamiquement à votre besoin. Vous dire maintenant, j'en ai plus 3, j'en veux 10. Elles vous en montrent 10 et votre application va se dérouler sur les 10 machines. Donc, plus de puissance, etc. Donc, tout va bien aller. Donc, ça, c'est grâce aux nouvelles infrastructures qu'on est capable de faire ça. L'idée aussi, c'est en cas de problème, ce que j'ai appelé le déplacement aisé d'une infrastructure à l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend le cas d'un développement, vous êtes sur des machines de développement, après passer sur des machines de pré-production, des machines de QA, des machines de prod, etc. Passer d'une infrastructure à l'autre, si on revient il y a 10-15 ans de ça, c'était complexe. Maintenant, avec ce qu'on utilise, les notions de container, etc., ça se fait de manière très facilement en fait. Alors, il y a toujours des guillemets autour du très facilement, bien évidemment, mais l'idée, c'est vraiment d'amener ça assez simplement, de telle manière qu'on prenne la boîte et on la déplace, on la met sur une autre infrastructure. Donc ça, c'est pareil, on va vous expliquer juste après ce genre de choses qui se fait avec des outils, et on vous aura une petite démo sur ça. Et dernière chose, pour maîtriser nos coûts, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. C'est-à-dire quand on déploie une application, l'idée, en fait, c'est pas de tout faire à la main. Tout faire à la main, ça coûte cher. L'idée, c'est d'être vraiment le maximum automatisé. Donc c'est ce que j'ai appelé la gestion des applications entièrement automatisées. Là, on commence à entendre derrière ces termes-là la notion d'infrastructure as code, par exemple. L'idée, c'est quand vous déployez une application, il n'y a rien à faire. Donc, vous avez fait votre code directement, votre application développée. Ensuite, vous faites du code opérationnel pour déployer l'application.
et quand vous voulez passer de l'un vers l'autre, vous cliquez sur un bouton et ça se fait automatiquement. Il n'y a pas d'action d'utilisateur, pas d'action manuelle. Que qui dit action manuelle dit erreur, qui dit erreur dit coût, parce que ça ne marchera peut-être pas, et puis etc. Donc voilà en fait l'idée de maîtriser ces coûts. Donc ça c'est pareil, c'est très important. Les solutions sont là. Maintenant, il faut les utiliser, il faut les mettre en place. Évidemment, c'est un coût. Faire de l'infrastructure as code, c'est un coût. Mais entre le coût de faire l'infrastructure as code et de déployer 50, 200, 1000 fois, vous imaginez que le ratio est très très vite rééquilibré en fait. Et donc, si vous voulez profiter de cette infrastructure, être capable de vous déplacer d'une infra à une autre, si vous n'avez pas de l'infrastructure as code, ça va être, vos coûts vont exploser parce que chaque fois, vous allez refaire et refaire. Donc, prenez bien attention à ces trois choses. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, ces trois éléments que vous avez à l'écran sont vraiment couplés, tout fait d'un seul coup, en fait. Voilà pour l'aspect maîtrise des coûts. Donc, une fois qu'on a atteint tous ces objectifs-là, ça c'est bien. Donc, on a 3 grands objectifs à atteindre. Maintenant, comment faire pour les atteindre? Donc, oui, on veut être du cloud native, oui, on veut optimiser notre to-market, mais il va falloir mettre en place des choses chez vous en tant qu'éditeur de logiciels pour que ça fonctionne bien, pour être prêt et pour ramener tout ça. Donc, la première chose à mettre en place, c'est l'aspect DevOps. DevOps, c'est quoi? C'est la collaboration entre vos développeurs et vos ITOps. On arrête d'avoir les développeurs d'un côté, ils développent, une fois que c'est fini, ils passent la patate chaude en fait à vos indus, à vos opérationnels. Non, maintenant on travaille ensemble. Le fait de travailler ensemble va aller beaucoup plus vite. Le fait de travailler ensemble permettra aussi l'infrastructure as code. Tout ça, c'est un monde qui doit vivre ensemble et qui permet d'accélérer et d'éviter un maximum d'erreurs. Plus on a l'opérationnel, l'exploitant qui donne les contraintes au développement et vice-versa, plus le monde sera meilleur et plus on ira vite à développer, on aura moins d'erreurs à la fin quand on développe nos applications, quand on les exploite derrière et quand on les livre surtout. Et donc si on veut être capable de livrer assez rapidement, donc on mettra en place du continuous delivery. Continuous delivery, ça veut dire quoi? C'est qu'on est capable, dès qu'une mise à jour a lieu dans l'application, de la pousser quelque part. Alors je ne dis pas tout de suite de la pousser en production, mais peut-être de la pousser automatiquement et très rapidement sur vos environnements de test, d'environnement de QA, etc. Ce qui permet de voir très très vite si la modif qu'on a faite, elle fonctionne ou pas dans le monde complet de l'application. Faire une modification sur un microservice, ça va fonctionner, le développeur va le tester en local sur microservice, c'est très bien, mais comme on disait avant, ça marche en local, mais après il faut que ça marche vraiment. Donc l'idée, c'est de le faire du continuous delivery pour pousser ça sur une machine de test où on retrouvera toutes les fonctionnalités de l'application. L'application va dialoguer entre elles et on verra tout de suite si ça fonctionne ou pas. Donc ça, c'est très important, la partie CD. Et donc, bien sûr, pour faire tout ça, il va falloir mettre des containers en place. Typiquement, le plus connu, le plus gros aujourd'hui, c'est Docker. Qu'est-ce que Docker? L'idée, c'est d'avoir en fait une boîte. Donc, c'est un container, comme un container que vous voyez sur les camions. Hein. Un container dans des camions, ça transporte des palettes, des marchandises. Et bien, un container dans l'informatique, dans l'IT, ça va transformer ça va transporter votre application. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, l'idée, c'est ce qu'on appelle une virtualisation légère. C'est-à-dire sur une machine, sur une VM, on pose en fait cette infrastructure Docker qui permet de basculer de l'un vers l'autre et on fait abstraction de tout ce qui est sur la VM. Tout est dans le container. Donc le serveur d'application se retrouve dans le container et donc c'est beaucoup plus simple, on le maîtrise parce que ce serveur étant dans le container, quand on passe d'une machine à une autre, on sait qu'on a les mêmes paramétrages, tout est identique, donc ça se passe normalement dans le meilleur des mondes. Et ensuite arrive l'aspect microservice, comme on l'a un peu dit, hein, c'est-à-dire que faire une application, vous pouvez la faire comme on la faisait dans le temps sur une grosse application qui est containerisée, ça va fonctionner. Mais l'idée, c'est pas ça, l'idée, c'est vraiment de la découper pour être capable notamment de la déployer rapidement et de l'architecturer et de ne pas impacter les utilisateurs qui n'auraient pas besoin de cette fonction-là. Donc ça, c'est quand même très important. Donc, découpez bien vos applications d'un point de vue architecture. C'est ça qui ferait que vous aurez une réussite derrière ou pas. Voilà, donc pareil, hein, ce sont 4 grands principes. De toute façon, quand vous allez en toucher un, vous toucherez forcément les 3 autres. Si vous faites du DevOps, vous ferez du continuous delivery, vous ferez du container, vous ferez du microservice, etc. Et si vous voulez faire du microservice, vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas de container, pas de continuous delivery. Donc c'est vraiment un monde couplé à 100% qu'il faut respecter, sur lequel il faut essayer de tendre. Voilà pour l'aspect principe. Et donc, pour conclure cet aspect un peu théorique, les outils, parce qu'on entend beaucoup de choses au niveau des outils. Là, j'en ai mis une petite liste. Elle n'est pas exhaustive, hein, bien évidemment, mais c'est celle qu'on retrouve principalement. Donc, vous allez trouver en fait, sur l'aspect gauche tout ce qui va concerner les outils du développeur. Donc, on va retrouver Java, on va retrouver du Spring Boot, on va retrouver de l'AngularJS pour le front. Hein,
par exemple. Sur la partie droite, vous allez retrouver en fait là, je dirais, la partie infrastructure avec Ansible pour déployer et Idora, donc on va en voir juste après les avantages, donc tout ce qui est VM, etc. et l'aspect ordonnancement. Et au milieu de tout ça, en fait, je vous ai mis notamment GitLab, donc qui est le serveur qui va orchestrer un peu la CI et la CD, donc tout ce qui est intégration continue, déploiement continu. Donc tout se fera à travers GitLab, et lui, ben, pour qu'il puisse jouer son rôle de bout en bout, donc il aura besoin en fait de Docker pour faire en fait une image, un container pour chaque microservice, macroservice que vous avez développé, et histoire d'orchestrer tout ça et de le déployer proprement, ben, il y a un bel outil qui s'appelle Kubernetes qui vous permettra en fait d'orchestrer un peu vos containers et de les déployer là où vous voulez. Tout ça grâce derrière à un Ansible, si vous avez un peu de code un peu costaud pour l'infrastructure as code nécessaire, avec des choses typiquement qui existent, de la configuration, des choses comme ça. Donc là, voilà, vous avez un monde d'outils non exhaustif, hein, je le répète bien, mais qui vous permettra en fait de travailler sereinement, proprement, et qui vous permettra d'atteindre en fait le cloud native et surtout d'obtenir un time to market le plus réduit possible. Voilà, donc je pense que maintenant, en ayant fait ces tours-là, je pense que je vais passer la main donc à mon collègue Mathieu, donc Idora, qui va vous présenter un peu toute l'infrastructure Idora et surtout les avantages que ça apporte et comment on utilise Idora pour être capable de déployer très rapidement. Mathieu, à toi de jouer. Bonjour tout le monde, est-ce que vous me voyez? Non, pas encore, voilà. J'arrive sur la présentation. Merci Thierry de l'introduction, merci de la présentation que tu viens de nous faire. Je me permets juste, je vais rentrer un petit peu en détail dans la partie DevOps qui est en fait une vraie culture, une vraie philosophie de travail pour les entreprises. Je vais vous simplement donner une présentation, enfin une définition qui a été donnée par Amazon que je trouve qui correspond réellement aux besoins métiers, aux besoins utilisateurs, c'est d'améliorer la livraison des produits pour améliorer la qualité de service que l'on va rendre à l'utilisateur final. Aujourd'hui, quand on est un utilisateur final, on a juste envie que l'application elle ait une nouvelle feature rapidement, qu'elle ait envie d'évolution. Et toute cette partie-là, on doit pouvoir la livrer très très rapidement. Et aujourd'hui, la philosophie DevOps et les outils qui vont tourner autour de ça, de tout ce que Thierry a expliqué avant, vont permettre de justement gagner du temps et donc de gagner en compétitivité par rapport à la concurrence qui fait de l'édition de logiciels. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Robin, je suis le fondateur et le CEO d'Idora, un ancien sysadmin qui a travaillé dans des grands groupes également sous forme de silo et qui aujourd'hui promeut grandement la culture et la philosophie DevOps pour vraiment améliorer cette time to market et cette livraison de logiciels pour une meilleure compréhension interne des équipes également, et puis pour éviter d'avoir ces problématiques de silos et de mauvaise compréhension entre le besoin métier, le développement et l'opérationnel. J'ai fondé Idora il y a maintenant 4 ans. Idora, c'est un cloud suisse parce que premièrement pour la loi de la protection des données, mais deuxièmement surtout pour apporter du service et de la qualité et du support localement à des partenaires locaux. Ça, c'était vraiment quelque chose. Mais je voulais fournir cette société-là pour avoir quand même les dernières technologies. Donc, on va bien entendu parler de Kubernetes as a service, on va parler de plateforme as a service et de Docker as a service. Donc, on va rejoindre toute cette nouvelle technologie en Suisse avec un partenaire local. Voilà l'idée d'Idora. Quand on parle de DevOps, on va parler de beaucoup plus large. On va parler de dev, on va parler d'opérationnel, mais on va parler aussi de test et de sécurité. Et l'ensemble des choses, c'est une efficacité de déploiement, une efficacité de lancement des applications et surtout avoir une infrastructure qui est stable et maîtrisée. Donc avec ces 3 pylônes très importants qui est le changement apporté par le développement, par les demandes de nouvelles features, mais en même temps, on a le côté opérationnel où il faut de la stabilité, du monitoring, d'une infrastructure qui est solide. On va avoir la possibilité, grâce aux tests de qualité à la fois applicative et à la fois de performance pour tester les deux autres pylônes, une efficacité redoutable grâce à cette philosophie. Et bien entendu, on n'oubliera jamais la sécurité dans tout le complexe du DevOps.
Alors, on entend souvent DevSecOps, etc. Mais dans l'idée, le DevOps couvre l'ensemble. C'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi le DevOps? Pourquoi l'automatisation? Les machines sont faites pour effectuer des tâches répétitives, pas les humains. Vous êtes de mauvaise humeur, vous avez mal dormi, on ne va jamais faire la même chose d'un jour à l'autre. Donc, quand on va installer un serveur, quand on va configurer une application, on peut être fatigué un jour et faire une configuration A, et le lendemain, en pleine forme, on fera une configuration B. Ce qui fait qu'on n'aura jamais les mêmes choses pour avoir une stabilité au niveau opérationnel. Il y a des outils, des façons de travailler, on parlera de CI/CD, de pipeline, d'API, d'infrastructure as code, vont automatiser toutes ces choses humaines qui n'ont pas de valeur ajoutée pour l'humain. On va aussi apprendre à faire des erreurs. Et surtout, on va répéter. Le DevOps, c'est un petit peu du masochisme parce qu'on sait qu'on va faire quelque chose de faux, ou en tout cas, on n'est pas sûr. Mais vu qu'on est sur une infrastructure qui permet d'être déployée très rapidement grâce à l'infrastructure as code, grâce au GitOps, grâce à Kubernetes, grâce à Docker, on va pouvoir répéter en tant que développeur pour se dire, OK, ma fonction, elle est toujours pas optimale. Je n'ai pas passé les tests de performance, je n'ai pas passé les tests unitaires, je n'ai pas passé les tests de sécurité, par exemple. Et dans ces cas-là, on peut refaire. Donc, on va avoir une boucle qu'on va refaire pas à l'infini, mais en tout cas pour tendre vers la perfection. Et c'est là qu'on va arriver à améliorer donc notre time to market et notre qualité de service rendu à l'utilisateur final. Thierry a également parlé d'outils. Alors moi, j'irai un peu plus large. On va avoir vraiment des outils également de communication et de partage d'informations. Aujourd'hui, quand on travaille dans des grands groupes, on a une équipe de dev ou des équipes de dev, on a une équipe opérationnelle, on a une équipe de support, on a une équipe de réseau, on a une équipe de sécurité. Et le problème, c'est qu'ils ne parlent pas le même langage, ils ne parlent pas du même projet et ils ne parlent pas du tout la même langue sur les termes et les attentes du métier. Donc, on va essayer de mettre en place des outils de communication et des outils qui sont transverses à toutes ces équipes pour pouvoir améliorer tout ça. Le DevOps, c'est pas un titre. Aujourd'hui, quand vous voyez sur Internet, je suis un DevOps guy, ça veut tout et rien dire. On va y mettre des opérationnels, on va y mettre des gars qui font du CI/CD, on va y mettre des gars qui font du cloud, on va y mettre des développeurs full stack. Voilà. Mais c'est pas ça. Le DevOps, c'est une méthodologie. Le DevOps, c'est une façon de communiquer, une façon de comprendre et un apprentissage. Être capable de se remettre en question sa façon de travailler en tant que développeur, d'opérationnel, de sécurité, de se dire, OK, j'ai fait une faute, je peux l'améliorer. On a constaté tout simplement que 60% des pannes informatiques sont dues à des changements de configuration inattendus. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on fait des changements sur une infrastructure, c'était pas vraiment prévu, c'était pas géré, c'était pas validé. On n'a pas tout ce workflow forcément dans toutes les entreprises de changement. Et c'est un vrai problème, c'est un réel problème. Aujourd'hui, les managers métiers, 70% ne sont pas satisfaits de la vitesse à laquelle on déploie une application. La réponse à tout ça, c'est l'infrastructure as code et les tests et la validation. Je vais revenir plus tard sur ces sujets-là, mais l'idée, c'est de se dire qu'on va écrire ce que l'on pense et on va le faire valider par son collègue et après, on le poussera en test, en QA, en pré-prod. Si alors on valide tout ça, je peux passer en production. On va même pouvoir rentrer dans le mode où on va donner des tests à l'utilisateur sur les versions de pré-prod. C'est-à-dire que la version B de mon logiciel, je la fais tester à des utilisateurs, à des key users, pour se dire, OK, est-ce que ça remplit bien le besoin métier qu'on avait besoin? Et dans ces cas-là, on va réduire grandement le risque et on va réduire grandement la déception de l'utilisateur final par rapport à ce qui a été demandé au départ. Comme disait Thierry tout à l'heure, comment appliquer le DevOps, c'est surtout un partage de responsabilités. Aujourd'hui, c'est malheureusement un manque de communication entre les équipes qui fait que moi, ça marche sur ma machine, on verra pour les ops, s'ils se débrouillent, c'est plus mon problème. Et ça, c'est vraiment un gros souci. Une des solutions pour faire ça, c'est l'infrastructure as code. On va essayer d'appliquer cette infrastructure as code comme on l'applique dans un logiciel. Si on prend une application d'un côté, une infrastructure de l'autre, l'application a un code source. Ça, c'est le développeur qui le fait. Côté infrastructure, on va faire un fichier de type YAML ou type JSON,
principalement, et on va décrire l'infrastructure comme on décrirait une application. Derrière, on va avoir un interpréteur et qui va, côté applicatif, packager l'application prête à être utilisée. Côté infrastructure, on va avoir un orchestrateur qui va utiliser des API pour prendre ce fichier descriptif de type YAML ou JSON et avoir une application dans un état désiré et une infrastructure dans un état désiré. C'est-à-dire qu'on est sûr que ce que l'on a écrit, on va l'avoir en temps réel. Et ça, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'une fois qu'on a écrit ce code, cette infrastructure as code, on va pouvoir le réutiliser. C'est-à-dire qu'on va utiliser le Docker, on va utiliser l'infrastructure Kubernetes ou l'infrastructure as code d'un cloud provider, et qu'on fasse du dev, de la pré-prod ou de la prod, on va réutiliser le même code. Donc, j'ai plus cette différence qu'on aurait entre le dev qui est fait sur la machine et le dev qui est fait et la production qui est sur des serveurs qui sont différents avec différentes configurations. On va donc encore là améliorer la qualité de service rendu à l'utilisateur final et surtout garantir que notre application et notre infrastructure est identique au test que l'on a fait avant. Et dans ces cas-là, en termes opérationnels, on gagne énormément de temps, on gagne énormément de qualité et on n'a pas des bugs non connus parce qu'en fait, on les a vus déjà avant. Pourquoi le DevOps? Ce qui a dit très bien Thierry tout à l'heure, time to market fortement réduit, productivité accrue, qualité accrue. Et on a une équipe solidaire parce qu'on va être transversal. On va travailler par produit et non plus par silo. C'est-à-dire qu'on va vraiment faire quelque chose d'unique avec un objectif commun, c'est de fournir un produit à l'utilisateur final. Et ça, c'est très, très important parce que on remet, entre guillemets, l'humain et le service rendu au centre de l'IT. Et ça, c'est vraiment très, très important. Je vais passer, une des raisons pour faire tout ça, c'est de rester tranquille et simplement de coder tout ce que vous pouvez. On va arrêter de mettre les mains dans le cambouis et arrêter de se connecter en route sur les serveurs. On va simplement tout coder et tout passer à partir de ce code, que ce soit applicatif ou infrastructure. Alors, vous voyez du Git partout parce qu'aujourd'hui, Git, c'est la solution qui nous permet de faire du versionning, de l'historique et de savoir qui a changé et pourquoi, avec les commentaires, avec un suivi. Donc, on va arriver à cette philosophie que Yann parlera tout à l'heure de GitOps, qui va permettre d'avoir dans le Git à la fois l'application, à la fois l'infrastructure et à la fois les Docker. Pour ceux qui ne connaissent pas Docker, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un fichier texte où on va partir tout simplement de ce que l'on a besoin réellement. Alors là, il est très simple, hein, c'est simplement, on part d'une image Ubuntu, on va installer Nginx et on va simplement rajouter les fichiers de l'application qui sont sur un data et exposer le port. Donc, on a exactement décrit ce que l'application doit faire et comment elle doit le faire. Ça, c'est la partie simple d'un Docker. Après, on va rentrer dans un mode beaucoup plus complexe où on va décrire comment ce Docker va être utilisé, va être déployé et en même temps comment il va être redondant dans une infrastructure de type Kubernetes. Et là, on va travailler des fichiers texte qu'on va aussi avoir sur Git pour déployer correctement notre application. Yann rentrera probablement plus dans les détails que moi sur cette partie-là, mais l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai besoin d'avoir une infrastructure de développement, j'ai besoin d'avoir une infrastructure de production. On ne va pas ouvrir les mêmes ports, on ne va pas faire les mêmes actions sur l'infrastructure, mais on va pouvoir le décrire dans ce fichier texte dans les Kubernetes Deployment Files. Pourquoi on fait tout ça? Parce qu'on va avoir une certaine fiabilité, parce qu'on a tracé cette infrastructure as code et on l'a écrite sur un papier. On va l'avoir une sécurité parce qu'on sait qui a changé quoi et qu'est-ce qui a été changé entre la version A et la version B de mon logiciel. On va avoir une collaboration améliorée parce qu'on sait que sur notre Git, qui travaille avec nous et qui a modifié quoi. Donc, on va pouvoir en discuter, brainstormer là-dessus. Et puis, bien entendu, le GitOps va nous permettre d'avoir une livraison rapide, complète et une réactivité en cas de patch d'urgence. Ça, c'est vraiment les bénéfices fondamentaux de l'infrastructure as code. Comment on va un petit peu améliorer du développement jusqu'à la livraison?
on va parler de CI/CD. Donc, c'est vraiment, je prends l'application, je la build, je la teste, je la release et je la déploie, soit en version de dev, soit en version de pré-prod, soit en version de QA, soit en version de production. Et en dessous, on va monitorer. Monitorer, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important parce qu'en fait, on va avoir un statut en temps réel de la production, mais aussi on va avoir un statut en temps réel de quel est l'impact du développement qui a été fait sur cette feature. Je prends un exemple tout bête. Le développeur, on a la version A du logiciel, le développeur ajoute A+, pour une feature. Malheureusement, c'est un mauvais développeur. Il a fait des boucles dans le code, il n'a pas vidé le cache, il n'a pas vidé la mémoire. Bah, si on monitore toute la chaîne, que ce soit de dev, pré-prod, QA et production, on aura les graphes et donc l'historique des données pour pouvoir se dire, OK, on a un problème de performance là-dessus, on a un problème de mémoire, et on va pouvoir améliorer donc l'opération. Fail fast, fail often, on redéploie, on améliore cette logique. C'est très grand, c'est très large, hein, c'est très caricatural, mais c'est l'idée. Pour ceux qui ne connaissent pas Kubernetes, je rentre brièvement sur la partie technique. En gros, on a des serveurs master qui vont piloter l'ensemble des serveurs de production ou des serveurs qui seront dessous. Et à l'intérieur de chaque serveur, donc ce qu'on appelle les workers, on va avoir des pods qui sont des dockers qui représentent un des services ou microservices ou macroservices d'une application. Un des avantages, c'est que tout ce qu'on va orchestrer depuis notre Kubernetes YAML, on va décrire exactement comment doit se comporter l'application. Si un pod, comme vous voyez, se détruit ou se casse sur le worker de droite, si les règles sont bonnes et si on a bien défini notre infrastructure as code, alors il va remonter automatiquement sur des autres workers. Et ça, c'est quelque chose qu'on va définir. Donc, on va vraiment avoir cette vue, quel est l'état de l'application que je veux jour le jour, tout le temps. Et ça, c'est super important. Je vais juste parler un petit peu du hosting brièvement. Aujourd'hui, on sait que le cloud, c'est la suite logique de tout. On est clairement dans une migration complète vers des clouds. Pourquoi? Parce que chacun son métier. Aujourd'hui, quand on est une société d'édition de logiciels, on n'est pas une société de hosting. On ne peut pas faire les deux, c'est très difficile. Quand on est une société qui fait du bancaire, on ne peut pas être une société de hosting. Ça coûte cher d'avoir une équipe, ça coûte cher à maintenir, et ce n'est pas le métier de base. Alors que des sociétés de cloud, c'est leur vrai métier de faire ça. C'est vraiment leur cœur de métier. Ils n'ont que ça à faire, c'est de s'occuper que tout soit stable et que tout fonctionne. Ça, c'est vraiment très important. Et après, on va bien entendu parler d'Amazon, Azure, Google ou même Idora. C'est de vraiment avoir l'automatisation, l'industrialisation de ce que l'on peut faire. Aujourd'hui, on doit aller vite, vite, très vite. Je prends un exemple très, très bête. Quand on est sur Facebook, on ne voit pas les mises à jour parce qu'en fait, tout est livré en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est une des features qui fait que l'utilisateur final, il est content parce qu'en fait, il n'y a pas de downtime, comme expliquait Thierry. On est vraiment sur une livraison continue. Bien entendu, la sécurité est très importante dans le cloud, que l'on soit un petit provider comme Idora au sein de la Suisse, et qu'on soit un Amazon également, on se doit d'être secure. C'est vraiment quelque chose qui doit être primordial. Et le but aujourd'hui, c'est de pouvoir se dire, je fais de l'infrastructure as code sur également la sécurité. Typiquement, tout ce qui va être firewall, tout ce qui va être switch, tout ce qui va être WAF vont permettre d'être pilotables via des API, et donc on va pouvoir écrire l'état désiré de notre application, de notre firewall, de notre DNS, de notre CDN, etc. Kubernetes, je ne sais pas si vous arrivez à bien lire les chiffres de l'écran. En une année, d'octobre 2017 à octobre 2018, il a pris 10 points. C'est énorme. C'est énorme. Et il fait que continuer. Aujourd'hui, on sait que c'est Kubernetes. Il y a d'autres orchestrateurs de conteneurs qui sont bien également, mais la tendance va vers Kubernetes, et aujourd'hui, tout le monde a adopté Kubernetes. C'est vraiment, il n'y a plus à se poser la question, c'est vers Kubernetes qu'on doit aller. Comment ça se passe en production? On a pris ce qu'on a un petit peu expliqué par Thierry, on a notre code applicatif, on a notre code infrastructure.
on va prendre un outil qui va nous permettre de faire de la CI et la CD. Un des outils qui est le plus connu, c'est GitLab, qui va permettre d'orchestrer l'application vers la production avec les tests, avec les code reviews et avec tout ce qui va être le workflow de travail entre les développeurs, les managers, les code reviewers, etc. GitLab est aujourd'hui deuxième. Ces chiffres-là sont de 2016 ou 2017, donc je pense que c'est pas forcément très juste et je pense que GitLab est passé devant aujourd'hui. Voilà, Jenkins, GitLab, Travis sont des produits qui sont très bons pour faire de la CI/CD. On a chez Idora ou même chez Socube une grosse préférence pour GitLab, d'une part parce qu'il fait à la fois le code repository, il évolue très rapidement, il permet de faire du CI/CD et d'aller encore plus loin encore. On va également parler de monitoring. Un des outils qui ressort très fortement, c'est Prometheus et Grafana, qui vont permettre de faire de la découverte en temps réel des nouveaux pods et donc des nouveaux Docker qui sont déployés et donc des nouvelles applications qui peuvent être en test, en pré-prod ou autre. Il faut savoir que Prometheus a été créé par SoundCloud et est aujourd'hui utilisé par Uber et Slack en production sur des environnements, vous imaginez, de très haut volume. On va également parler d'un outil qui monte en performance et qui monte vraiment sur des grosses infrastructures, c'est Centreon. Centreon est un outil de monitoring qui était à l'époque basé sur Nagios et qui aujourd'hui est vraiment beaucoup plus gros, qui permet de faire à la fois du monitoring de métriques, comme on connaît avec Nagios à l'époque, mais qui va permettre aussi de faire une vue métier et de faire une vue de reporting, de BI et de prédiction de métriques. Typiquement, je prends votre étape, votre cluster de storage ou votre n'importe quelle métrique, on va pouvoir faire une prédiction par rapport au passé, de se dire quand est-ce que le disque est plein, quand est-ce que le disque est à changer. Ce qui est super important pour un DSI, c'est de se dire, ok, je sais qu'il me reste 3 Tera sur ma baie, donc dans 3 mois, je vais devoir la changer. On peut discuter budget, on peut discuter où sont la donnée qui est utilisée et gérer son infrastructure correctement. Et derrière tout ça, on va avoir une vue métier où on va montrer des résultats applicatifs directement au métier. On a pu, au sein d'Idora, faire des projets de ce type-là, où on va avoir des écrans dans des bureaux de managers, de DSI, de business unit, se dire, OK, j'ai un dashboard de mon métier, dans quel état il est, sans forcément rentrer dans le détail, mais juste une vue métier. Donc le matin, quand j'arrive, je sais comment fonctionne mon application. Ce qui est très important, c'est qu'on puisse ressentir et qu'on puisse avoir un feeling de comment se situe mon infrastructure, donc la partie opérationnelle, la partie applicative et donc la partie métier et probablement la partie qui fait rentrer de l'argent parce qu'on sait que l'infrastructure, l'informatique, c'est une base de rentrée d'argent. C'est un coût, mais en même temps, ça fait rentrer de l'argent. Je vais juste un petit peu expliquer comment fonctionne aujourd'hui un environnement Kubernetes chez Idora spécifiquement fait pour ça. On a la possibilité donc de tout encapsuler dans un VPN et donc de faire un private cloud, un hybride cloud si l'on veut, et puis d'aller connecter des Kubernetes de production en violet qui vont avoir plusieurs masters, plusieurs workers, et dessous on aura des agents de type Prometheus et on va avoir les applications Docker et des applications des Docker de système pour gérer l'ensemble. Pareil pour la partie staging. Cette fois, on n'est pas obligé de prendre de la haute disponibilité sur la partie master, mais on peut en tout cas travailler de la même façon. Ce qui fait que depuis notre GitLab, on va avoir notre code applicatif, notre code infrastructure, et on va pouvoir pousser selon les branches, selon les versions que l'on veut faire, sur différents Kubernetes clusters. Et le tout est monitoré Grafana qui va pouvoir avoir une vue sur les métriques à la fois de staging et à la fois de production. Voilà pour moi, aujourd'hui j'ai terminé. Je suis très fier de vous avoir présenté ça m'a fait plaisir. Et voilà, pour nous c'est vraiment une philosophie de travail et une culture de travail pour une meilleure compréhension entre les équipes et arrêter de c'est de sa faute, c'est pas de la mienne, ça n'a pas été validé, j'ai des problèmes de changement, j'ai des problèmes récalcitrants entre les équipes.
le DevOps reste une philosophie de travail inter-équipe et de meilleure compréhension. Je vais laisser la main à Yann qui va nous faire un bel exposé de tout ça en réel. Merci. Merci Mathieu. Alors je switch d'écran. Hop. Vous me dites quand. Voilà, tac. Le Sound Live ne marche pas. Ok, stop sharing. Share. Est-ce que vous voyez mon écran? A priori, ça doit être bon. Alors, merci Thierry, merci Mathieu. Ici, le but là, maintenant de cette partie-là, c'est de prendre toutes ces parties théoriques et puis de les transformer dans une démonstration. Donc ici, on va présenter une application qui a été développée par Globase, qui est hébergée sur Idora et puis qu'on a transformée pour aller dans Kubernetes. Donc l'idée, c'était de prendre une application qui ne soit pas une application en mode Hello World, c'est-à-dire une application toute simple, mais prendre une application réelle, une application business, qui n'est pas juste avec un seul composant, mais qui est composé justement d'un système applicatif complexe, comme des vraies applications de production, et de montrer un petit peu comment on va faire un déploiement basé sur ce qu'a expliqué Thierry et Mathieu sur cette approche DevOps avec du GitOps. Donc cette application, le but, c'est pas du tout de vous montrer d'un point de vue fonctionnel ce qu'elle fait. Hein, c'était juste pour avoir quelque chose de pertinent pour montrer le déploiement complet d'une application. Mais c'était vraiment le but là, vraiment, c'est de vous montrer un petit peu le fonctionnement technique qu'il y a derrière. Donc cette application-là, elle est composée d'un certain nombre d'applications ou de microservices. Il y a un front, qui est celui que vous voyez à l'écran, et puis il y a un certain nombre de back-end. En plus de ça, il y a des éléments techniques, base de données, un serveur Kafka, un Elasticsearch, etc. Des éléments techniques qui composent l'ensemble du système applicatif pour que cette application fonctionne correctement. Alors bien sûr, le tout repose sur un cluster Kubernetes qui est hébergé dans l'environnement Idora. Donc voici le GUI de l'environnement Idora dans lequel j'ai pu provisionner très simplement une infrastructure Kubernetes relativement complexe, donc qui a plusieurs worker nodes. Alors pour répondre à une question qui était dans le chat, est-ce qu'il y a un worker node, c'est une VM? Là, chaque worker node effectivement est hébergé dans ce cas-là. Chaque worker node est hébergé sur une VM. Il existe d'autres situations où on peut avoir, quand on est en mode développement, des worker nodes qui sont dans des conteneurs Docker, mais c'est des situations un petit peu différentes. Donc, on va dire que généralement, oui, un worker node est sur une VM. Et donc, dans ce cas-là, j'en ai 3, et puis j'ai un seul master. L'environnement Idora ici, dans lequel j'ai provisionné Kubernetes, j'ai utilisé une version 1.16 de Kubernetes. On peut voir ici l'environnement qui nous permet de monitorer facilement et de suivre les statistiques d'utilisation de mon cluster. De mon cluster. Et puis, bien sûr, je peux provisionner plein d'autres choses dans cette plateforme Idora. Donc, on verra tout à l'heure, j'ai aussi provisionné un GitLab pour faire justement tout mon déploiement et orchestrer le déploiement du système applicatif. Si maintenant je reviens sur comment ça fonctionne, un autre élément, donc là je vous ai montré la plateforme Kubernetes qui est hébergée sur Idora, et puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Kubernetes? Donc là j'ai un autre outil qui me permet de voir le contenu de ce qu'il y a à l'intérieur de Kubernetes. Je peux y voir mes nodes Kubernetes, mais surtout ce qui va m'intéresser ici, ça va être tout ce que je vais appeler les déploiements Kubernetes. Donc les déploiements sont globalement
une manière d'exprimer dans Kubernetes les applications que je vais déployer. Donc ici, on va se concentrer sur l'application front, qui est l'aspect visuel de mon système applicatif, mais on peut voir que techniquement, on voit toutes les autres applications ici qui sont listées. Si on se concentre donc sur cette partie du front qui représente l'application, on va voir en particulier sur cette partie pod, comme l'expliquait Mathieu, il y a chaque pod représente une instance de l'application. Donc ici, il y en a 3, et on va voir comment on va redéployer cette application pour faire un update. Donc maintenant, comment je crée et comment je fais pour faire un update de mon système applicatif? Alors déjà, comment il est représenté? Eh bien, comme l'a décrit aussi Mathieu, je vais avoir une approche infra as code où je vais tout décrire dans un fichier, donc là un fichier YAML, qui va décrire tout mon système applicatif, dans lequel je vais retrouver bien sûr mon front-end avec le nombre d'instances, ce qu'on appelle le nombre de réplicas ici, l'image Docker et sa version associée, mais aussi je vais décrire d'autres types de ressources. Je vais décrire les ressources système en termes de CPU, de mémoire, et puis on y reviendra un petit peu plus tard, mais comment je vais monitorer l'application. Et puis bien sûr, donc ça c'est juste pour une application, mais comme j'ai tout un système applicatif, je vais avoir mes back-ends, et puis je vais en avoir plusieurs ici qui sont décrits. Donc j'ai tout un fichier qui est plus ou moins complexe en fonction de ce que je souhaite exprimer, qui va me permettre de décrire le comportement de mon déploiement quand je vais faire un changement. Donc ici, dans cette démonstration, je vais prendre 2-3 raccourcis pour aller un peu plus vite. Je vais faire une modification et je vais considérer que ce qu'on a vu au niveau du GUI, il y avait la couleur qui était utilisée qui n'était pas la bonne. Donc je vais considérer que j'ai fait une modification applicative au préalable. Donc, ce n'est pas la partie que je vais vous montrer ici. J'ai décidé de me concentrer sur la partie de déploiement et pas de build de l'image Docker et de l'application. Mais on va considérer que cette partie a déjà été réalisée et typiquement, elle se réalise, comme l'a décrit aussi Mathieu là-dessus, elle se réalise dans une CI de type GitLab. Donc, je vais modifier mon application pour dire, OK, je vais appliquer un patch. Ce patch, je vais le committer dans Git. Donc là, on est en infra as code. Donc, je vais indiquer patch 2. Hop. Et puis, je vais le committer et je vais pousser le résultat dans Git. Donc, une fois que ce travail a été fait, et ben maintenant, je vais aller dans mon environnement GitLab pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Et puis là, on se retrouve dans l'environnement de CI/CD de GitLab, dans lequel je vois que j'ai quelque chose en attente qui est bloqué, qui comporte le commentaire que j'ai fait au moment de mon commit et qui va permettre de voir quels sont les changements associés à cette modification. Donc, si je vais voir directement dessus, les changements associés, il y a uniquement ce changement de patch 1 à patch 2. Je vais considérer que c'est bien ce que je voulais faire et je vais lancer le déploiement de mon GitLab. OK, il est bien parti. Pendant que le déploiement se passe, donc au moment du déploiement, on peut aller voir un petit peu, bon voilà, il va mouliner un tout petit peu de temps et puis il va orchestrer le déploiement. Alors, ce qui va être intéressant de regarder pendant que ce déploiement se déroule, c'est comment Kubernetes fait pour réaliser ce type de déploiement. Donc, c'est là où il existe plusieurs méthodes. Là, je vais vous en montrer une qui s'appelle le rollout deployment, qui est la capacité à Kubernetes de déployer une nouvelle version de l'application sans faire d'interruption de service. Pour faire ça, c'est tout simple. En fait, ce que fait Kubernetes,
c'est qu'il va démarrer, et là on va le voir en live, hein, c'est ce qui se passe ici, on le voit directement. Kubernetes va démarrer des nouveaux conteneurs, et au fur et à mesure qu'il démarre les nouvelles versions de ces conteneurs-là, il va éteindre les anciennes versions, qui fait que il y a vraiment un déploiement qui se fait au fur et à mesure en prenant en compte qu'il y ait toujours au moins trois instances qui soient toujours démarrées. Donc comme ça, je m'assure qu'il n'y a pas d'interruption de service. Et c'est Kubernetes qui gère ça de manière complètement transparente. Bien sûr, c'est complètement configurable. Et puis, on peut tout à fait lui dire, bah, je veux que tu en démarres d'abord 2, et puis après, tu éteins les suivants, etc. On peut décider à quel niveau de parallélisme on fait ce déploiement-là, mais il y a des comportements par défaut qu'on peut influencer, évidemment. Et de ce fait-là, c'est Kubernetes qui va router automatiquement tout le trafic en fonction de ce qu'il juge running ou pas running. Et pour faire ça, en fait, pour savoir comment Kubernetes fait pour détecter si une application est running ou pas running, il va s'appuyer justement sur ce qu'on a décrit au niveau du fichier applicatif qui décrit le déploiement, c'est-à-dire cette partie-là, qui sont les props. C'est vraiment cette capacité ici à dire qu'il y a du liveness prod et du readiness prod. C'est vraiment juste de dire, je veux pouvoir monitorer si mon application est prête à recevoir des requêtes. Si elle n'est pas prête, je n'éteins pas mes anciens pods, je laisse toujours vivant tant que les nouveaux ne sont toujours pas prêts à recevoir du trafic. Voilà. Donc c'est vraiment un comportement par défaut et je n'ai pas à scripter quoi que ce soit au niveau de Kubernetes. C'est vraiment out of the box. Et donc maintenant, si on va regarder le résultat au niveau applicatif de ce qui se passe, on voit, donc si je rafraîchis simplement ma page, on voit que j'ai bien eu mon changement de couleur associé, que j'ai pas changé de session. Je suis toujours dans la fluidité de mon application et dans les modifications que je pouvais faire. J'ai toujours normalement tous mes composants qui sont up and running et puis tout est fonctionnel. Donc là, j'ai pas du tout d'interruption d'indisponibilité au niveau applicatif. Un élément qui est important aussi là-dedans, c'est que vous pourriez me dire, oui, mais le fait de mettre tout un système applicatif et de déployer tout le système applicatif d'un coup, si j'avais fait des modifs à plusieurs niveaux, il pourrait tout redéployer. Non, là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Kubernetes a cette capacité d'être idempotent. Et c'est-à-dire que c'est lui qui va s'assurer que l'état désiré correspond bien à l'état souhaité. Donc l'état souhaité, c'était le fichier qu'on a aujourd'hui, là qu'on a actuellement sous les yeux, et l'état actuel, c'est celui qu'il y a dans Kubernetes. Et bien en fait, Kubernetes s'assure que les deux vont matcher à un moment donné. Et pour faire ça, il va juste regarder composant par composant et il va déployer uniquement ce qui est nécessaire. Et donc du coup, ça permet vraiment d'avoir un système applicatif cohérent et de le déployer sans overhead des autres composants. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est de cette capacité à pouvoir rollbacker, c'est-à-dire que ici, je suis sur mon pipeline et puis j'ai fait ma modif. Évidemment, si j'avais eu plusieurs modifs à l'intérieur de mon fichier, on les verrait aussi ici. Et puis, je pourrais décider de reverter. Donc, cette capacité à dire, OK, je vais faire un revert, rollbacker ma modif et de recommitter cette modif pourra déclencher à nouveau le redéploiement, mais dans l'autre sens. Donc, le fait d'être vraiment dans ce mode GitOps avec l'infra as code dans Git qui permet vraiment d'avoir une description complète de ce qui se passe au niveau de mon déploiement applicatif va me permettre aussi de gérer facilement des rollbacks. Petite info aussi, ici j'ai pris aussi des raccourcis et j'ai décidé de ne pas faire de pull request.
On aurait la capacité au niveau Git de faire ce qu'on appelle des pull requests, c'est-à-dire d'envoyer la modification à un endroit particulier et de dire, OK, il n'y a que ce groupe-là ou ces personnes-là qui ont le droit de valider cette pull request, et uniquement quand c'est validé, le déploiement va s'effectuer. Dans la démonstration, je n'ai pas fait cette façon de faire, mais dans la réalité, c'est plutôt ce qu'on va essayer de faire. Je ne vais pas faire le rollback là. L'autre partie qui me paraît intéressante à montrer ici rapidement, c'est, comme l'a dit Thierry aussi, c'est que on ne peut pas faire du time to market, du déploiement rapide, etc., sans monitorer tout ce qui se passe. Et là aussi, j'ai profité de l'infrastructure Idora pour déployer donc un Grafana, un Prometheus et l'ensemble des composants techniques qui vont me permettre d'avoir un dashboard cohérent de tout mon applicatif. Donc ici, j'ai un dashboard qui correspond à mon application au niveau CPU, au niveau mémoire, au niveau réseau, au niveau des différents éléments techniques, et qui va me permettre de voir comment se comporte mon application d'un point de vue technique. Il est évident que ce type de dashboard peut se faire aussi d'un point de vue business, et il faut le faire d'un point de vue business pour montrer vraiment si d'un point de vue business tout se passe correctement. De la même manière, on peut avoir des informations de dashboarding sur le cluster Kubernetes lui-même, qui va nous permettre de voir que si tous mes nœuds Kubernetes sont vivants et se comportent correctement. Donc voilà, donc là, l'idée vraiment, c'était de vous montrer un déploiement en mode DitOps, de comment je vais modifier quelque chose dans mon code et d'exprimer une modification de type versioning, de type ressources, et de montrer comment avec GitLab sur Kubernetes sur la plateforme Idora se comporte pour faire un déploiement rapidement, sans interruption de service, et en réduisant donc au maximum les risques liés au déploiement. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la démo. Voilà, c'était vraiment le but, c'était vraiment d'essayer d'explorer au maximum ce qui a été dit d'un point de vue plus théorique, et essayer de montrer comment on peut réaliser ça et comment on fait cette transformation IT, de containeriser une application, de la dockeriser et ensuite de la faire tourner dans Kubernetes, et comment après on va l'exploiter sur des déploiements, sur du monitoring. Voilà pour ma partie. Thierry, il faut que tu... Merci Yann, merci Mathieu. Du coup, voilà, donc on arrive à terme de cette séance. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, je vais voir si vous avez des questions. Et dans ce cas-là, on va y répondre de suite. Donc, je vois qu'il y a une question pour Mathieu. Exactement, je l'ai vu aussi. À propos de Rancher, en fait, il faut savoir que Kubernetes, c'est un produit open source et beaucoup de sociétés ont rajouté des couches au-dessus pour gérer le Kubernetes. On va parler de Rancher, on va parler de Tanzu de VMware, on va parler d'OpenShift, on va parler de Convoy par D2IQ. Voilà, il y en a beaucoup qui ont pris le pas du Kubernetes pour le manager. Donc en gros, c'est une simplification de mettre les mains dans le cambouis de Kubernetes. Rancher grandit très vite, très bien, très fort. Les clients sont de plus en plus intéressés, d'une part par son côté à la fois open source et d'une part par son côté facilité d'utilisation. Aujourd'hui, d'autres fournisseurs sont aussi très bons. Je pense également à Convoy de D2IQ. D'autres sont un peu plus compliqués, où il y a d'autres problèmes qui ne sont pas forcément simples. Mais pour répondre à la question, effectivement, Rancher continue d'avancer fort. Je pense que le rachat par SUSE va aider aussi à promouvoir Rancher.
Peut-être aussi, je peux faire un élément de réponse là-dessus parce que au niveau de ce cube, on accompagne beaucoup les entreprises pour cette transformation IT. Effectivement, Rancher est une vraie solution qui prend de l'ampleur, qui est de plus en plus utilisée et regardée. Alors, quand on parle de Rancher, il y a plusieurs produits derrière, donc il faudrait faire le tri. Mais c'est vrai que au niveau Kubernetes, c'est une option très sérieuse pour de la production aussi. Et typiquement, hein, on fait aussi tourner du Rancher sur la plateforme Idora, ça pose pas de soucis particuliers. Ok, merci beaucoup pour les réponses. Donc, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on conclue la séance. Donc, je vous remercie encore Mathieu et Yann pour cette présentation. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis très belle fin d'après-midi à tout le monde et à très bientôt sur un prochain webinaire. Merci à tous. Bonne journée à vous tous. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.